Alors, il s'est passé quelque chose d'assez énorme dans le monde de la fiscalité en Israël. Une décision de justice vraiment historique qui vient de tout chambouler. Imaginez un peu, recevoir une note d'impôt complètement folle à cause d'une méthode de calcul que beaucoup de monde trouvait injuste. Eh bien voilà, c'est exactement ça qui vient de changer. Et on va décortiquer ensemble comment cette décision redessine complètement les règles du jeu. La question qui est vraiment au centre de tout ça, elle est simple mais elle fait peur. Est-ce qu'un trou inexpliqué dans une déclaration de patrimoine peut vraiment se transformer en une dette fiscale colossale? Pour pas mal de contribuables en Israël, la réponse, jusqu'à très récemment, était un grand oui. Mais ça, c'était avant. Pour bien saisir l'impact de ce changement, il faut d'abord qu'on regarde comment ça fonctionnait avant. On va se pencher sur cette vieille pratique fiscale, une méthode qui en fait mettait beaucoup de gens en danger sans même qu'ils le sachent. Alors, de quoi on parle exactement avec cet écart de patrimoine? C'est tout simple en fait. C'est la différence de richesse, de patrimoine net, qu'on constate entre deux déclarations que fait un contribuable. Et si cette augmentation ne s'explique pas par les revenus qui ont été déclarés, eh bien c'est là que le fisc commence à froncer les sourcils. Bon, là, attention, on arrive vraiment au cœur du problème. Il y a une distinction qui est absolument cruciale à comprendre. C'est celle entre deux types d'années fiscales. D'un côté, on a ce qu'on appelle les années ouvertes, celles que le fisc peut encore vérifier et imposer. De l'autre, on a les années prescrites. Celles-là, elles sont plus anciennes et en théorie, la loi dit qu'elles sont closes. Fini, le fisc ne peut plus y toucher. Et c'est cette petite distinction qui est la clé de toute l'affaire. Et voilà comment le fisc utilisait cette distinction. L'administration prenait la totalité de l'écart de patrimoine, un écart qui avait pu s'accumuler sur 10 ou 15 ans, et l'imputait à 100% sur les quelques dernières années ouvertes. En gros, on écrasait fiscalement toute une décennie sur une période très courte. Les conséquences pouvaient être dévastatrices. Et c'est ce qui nous amène à l'affaire en question. Celle qui a tout remis en cause, qui a défié cette pratique bien installée. C'est ici que l'histoire bascule. L'affaire, c'est celle de la famille Landau. Un couple qui se retrouve face à un redressement fiscal énorme, après que le fisc a découvert un gros écart entre leurs déclarations de patrimoine. Et bien sûr, l'administration fiscale a appliqué sa méthode habituelle. Tout cet écart, on le taxe sur les années récentes. Sauf que cette fois, le couple a décidé de se battre. Et ça a déclenché une vraie bataille juridique. Et on en arrive au point culminant, à la décision du tribunal qui a littéralement changé les règles du jeu. Les mots du tribunal sont sans appel. Cette citation dit tout. L'administration fiscale n'a plus le droit d'attribuer, comme ça, de manière arbitraire, la totalité d'un écart de patrimoine aux seules années ouvertes. C'est une déclaration forte, une vraie révolution. Et ce visuel, il montre parfaitement la transformation. C'est l'avant/après. Avant, on prenait toute la richesse accumulée, on la tassait sur 2 ou 3 ans, et bim, la facture d'impôt explosait. Après, avec la nouvelle règle, non. Cet enrichissement, il faut le répartir, l'étaler sur toute la période, y compris sur ces fameuses années prescrites. Le résultat, une charge fiscale bien plus équitable, bien plus logique aussi. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Parce qu'il y a un effet domino, un impact sur tout le monde, que ce soit les contribuables ou même l'administration fiscale. Pour les contribuables, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire une bien meilleure protection contre les décisions arbitraires du fisc. En répartissant la charge, on évite ce piège des revenus artificiellement gonflés sur une seule année qui pouvait vous faire sauter dans une tranche d'imposition beaucoup plus élevée, et ce, de manière totalement injuste. Évidemment, du côté du fisc, c'est un peu plus compliqué. Ils sont maintenant obligés de revoir complètement leur méthode. Ils doivent mieux justifier leurs calculs. Et oui, ça pourrait vouloir dire une baisse des rentrées fiscales à court terme, mais c'est un peu le prix à payer pour une fiscalité plus juste. Il faut bien comprendre que l'impact va bien au-delà de ce cas unique. Cette décision, c'est ce qu'on appelle un précédent juridique majeur. Elle va servir de référence pour toutes les affaires similaires à l'avenir. Et qui sait, elle pourrait même pousser les politiques à changer la loi pour de bon. Alors, concrètement, dans ce nouveau paysage, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter et se protéger? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Alors, il y a 3 points clés à retenir. Le premier, c'est la documentation. Tenir des registres ultra précis de ses revenus, de ses actifs sur des années, ça devient crucial. Deuxièmement, il faut penser sur le long terme. Fini la gestion fiscale au jour le jour. Et enfin, troisièmement, face à cette complexité, l'avis d'un expert n'est plus un luxe, ça devient presque une nécessité pour s'y retrouver. En fin de compte, cette décision est une grande victoire pour l'équité. Mais elle demande aussi plus de rigueur de la part des contribuables. Elle vient confirmer une chose, gérer ses finances de manière proactive et bien informée, ce n'est plus une option, c'est une obligation pour quiconque possède des actifs en Israël. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que cette décision marque vraiment le début d'une nouvelle ère? Une ère de plus grande justice fiscale en Israël? C'est une question ouverte, bien sûr, mais une chose est sûre, un premier pas et un pas de géant vient d'être franchi. Merci d'avoir suivi cette analyse.